Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Midi Pile. Voici le sommaire de votre édition. La fin du conflit des sablières de Guadeloupe. Un accord est intervenu hier soir entre l'UGTG et la direction. Il met un terme à 4 mois de grève. Réaction des deux parties dans ce journal. GUSR a-t-il fait un pas vers une candidature en vue des régionales? Le communiqué du parti publié hier ouvre cette voie. Guadeloupe Unie estime être légitime à conduire une liste pour ce scrutin. La décision finale sera prise lors de la prochaine convention du parti. Invité fil rouge de ce Midi Pile, justement, Dominique Théophile, le sénateur de Guadeloupe. Avec lui, nous parlerons bien sûr de GUSR, mais surtout de son actualité de parlementaire, la proposition de loi sur l'eau, évidemment. De même que l'adoption de cet amendement pour renforcer l'intégration des ligues et comités sportifs ultramarins dans nos bassins régionaux. Il y a un an, le confinement en Guadeloupe, on s'en souvient, focus ce midi sur Mémoire Caséné pour tout le monde songer. Ces créations d'élèves de lycée qui étaient en atelier d'écriture durant le confinement. Une exposition sera aussi visible au Lamentin, nous en parlerons. Enfin, nous évoquerons la fête de Saint-Joseph, la solennité de Saint-Joseph en ce 19 mars. Vous entendrez dans cette édition le père Édouard Silène, le vicaire général du diocèse. Voilà pour le sommaire. Notre invité fil rouge donc de cette édition, Dominique Théophile, sénateur Dominique Théophile, également de GUSR. Bonjour sénateur. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Avec vous donc nous allons un petit peu décliner l'actualité, l'actualité très riche en ce moment dans le département. Votre actualité l'est tout autant en tant que sénateur. Nous sommes donc un an après le début de cette crise sanitaire. Dominique Théophile, dans quel état est la Guadeloupe selon vous? La Guadeloupe est dans la même situation et je dirais même dans le même état que se retrouvent tous les pays, tous les territoires sur le globe, en tout cas ces pays les plus touchés, avec une anxiété de la population, des questionnements, des articulations aussi des principes sociétals, je veux dire des principes sociétaux. Et donc on sent qu'il c'est une situation difficile et qui dure, malheureusement. Et je crois qu'avec la science et la volonté, je viens de tout un chacun, nous parviendrons à nous en sortir si tout se passe convenablement. Je crois que, mais on n'est pas, je veux dire, à l'abri de d'autres événements. Oui. La Guadeloupe a beaucoup souffert économiquement de cette crise. Elle en souffre encore avec de grosses craintes pour le monde du travail. On craint des licenciements, on craint des défaillances d'entreprises, malgré les aides pourtant importantes de l'État. Je crois que aujourd'hui, l'état d'esprit, ce ne sont, je veux dire, pour les aides. Au début, ça peut être très bien, je veux dire, reçoit 80%, 60% de son salaire. Ça peut même participer à, je veux dire, à un moment d'attente, pouvoir rebondir l'économie. Mais quand ça dure, c'est là que ça devient inquiétant pour repartir. Je veux dire, toutes les choses dans notre histoire qui durent longtemps ont beaucoup de difficultés. Cela dit, l'économie ne marche pas que sur un seul territoire. Je veux dire, nous sommes dans un contexte économique où les valeurs, je veux parler de la valeur marchande, en tout cas, tout ce qui fonde l'économie, eh bien, sera encore revisité. Encore revisité pour, comme cela a été après les grosses guerres. Mais toute cette inquiétude, c'est que nous sommes dans une situation qui n'est pas forcément la même. La guerre, c'était une décision. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas une décision. Et c'est là que ça peut devenir inquiétant. Tout l'argent qui est injecté dans l'économie, parce que les États sont là pour ça, dans le cadre de la coopération internationale, des fonds monétaires internationaux, toutes les structures qui fédèrent le monde économique, commencent à se poser des questions pour le redémarrage. Espérons que nous n'allons pas toucher le fond, puisque les caisses peuvent encore supporter, et la France, en tout cas, on voit bien le gouvernement Macron
a bien pris la mesure des choses, puisque le mot qui a été lâché, le prix du quoi qu'il en coûte, c'était en phase avec les réserves. Face avec les réserves à disposition de quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte commence à devenir problématique. C'est pour cette raison il y a une orientation qui a été prise par les grands pays, je parlais de l'Allemagne, je parlais de la France, de l'Angleterre et d'autres, sur la vaccination massive. Puisque au-delà du résultat et des questionnements que l'on entend, il y a aussi l'aspect psychologique. Quand les gens sont vaccinés, c'est déjà une volonté d'y aller, et une fois qu'on a reçu le vaccin, on est déjà dans un autre monde par rapport à l'autre. Ouais. C'est ça qui est important, psychologie. Et le fait d'aller sur le terrain des plus âgés, des plus en situation de comorbidité, rassure quelque part pour ceux qui font de l'économie, ceux qui ont un âge avancé, et ça donne espoir à la jeunesse. J'espère que nous allons pouvoir nous en sortir, puisque quand il y a un taux raisonnable, à peu près de 35% de vaccinés sur un territoire, on peut considérer qu'on commence à avoir cette immunité qui pourrait déclencher les choses. C'est cela qu'il faut attendre, et c'est de la responsabilité des dirigeants, et avec une forme de complicité du peuple, et espérons, puisque nous sommes à la merci... si quelqu'un avait une solution, ça se saurait. Malheureusement, on apprend en marchant. Et je discutais tout à l'heure sur la réalité, l'efficacité de la parole scientifique, qui n'est pas aujourd'hui, face à ce phénomène, eh bien, linéaire, comme un rouge-noir. Hein. Chacun y voit parce que nous apprenons en marchant. Et il n'y a aucun pays qui a trouvé la solution. Aucun homme qui a trouvé la solution. Et donc, par conséquent, c'est pour cette raison que le peuple, lui, trouve qu'un jour on dit quelque chose, un autre jour on dit autre chose. Mais quand on apprend à marcher et quand on découvre le champ, eh bien, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir de la lumière, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, c'est cette incompréhension qui est légitime d'ailleurs entre le peuple et les dirigeants, mais c'est un phénomène qui se passe, je veux dire, sur tous les pays. Les mêmes questions des Français, ce sont les mêmes pour les Belges, les Italiens ou les Américains. Donc, c'est un moment difficile à passer, psychologique, et qui nous atteint profondément. Très bien. Dominique Théophile, nous tâcherons de refaire la connexion avec Guy Losbar d'ici quelques instants. Mais pour parler politique, GUSR, donc... certains disent sort du bois avant les régionales. Enfin, disent certains de vos militants. Comment faut-il interpréter la position du parti? GUSR, c'est un parti avec un socle solide et un parti avec une très grande expérience de la vie politique en Guadeloupe. Son père fondateur, qui est encore vivant, et là, Dominique Larifla, l'avait déjà vu. Et c'est pour cette raison nous traversons les soubresauts. Nous sommes dans un calendrier politique. Nous sommes un parti politique. Un parti politique, c'est une association de citoyens qui partagent une philosophie, une orientation pour la conquête et l'exercice du pouvoir et à la disposition d'un projet. Ouais. Parti politique. Et un parti politique est inscrit dans la Constitution, l'article 4 de la Constitution de 58, ce que c'est qu'un parti politique. Donc, voilà, c'est organisé. On ne parle pas à volo, on a un calendrier, et nous sommes dans le calendrier. On devait réunir notre convention au mois de février, on ne l'a pas fait parce que les élections ont été reportées. Et donc nous sommes en train, par respect pour nos militants, nous avons des élus, à peu près une dizaine d'élus de maires dans notre, je vais dire, organisation. Nous avons des élus de terrain, nous devons les respecter. Et nous devons respecter le calendrier. Cela dit, nous allons, avec le comité directeur, avec les organes qui dirigent le parti, continuer à analyser les forces en présence, et nous sommes arrivés là, et nous devons rendre, je veux dire, notre copie liminaire pour que la convention avec ses militants puisse valider. Nous en sommes là. Alors, ce qui a fait réagir le président, justement, c'est peut-être un écart de confrères, avec une analyse sur une radio, disait que le GISR s'était déjà fondu dans une masse et que... Non, ça ne se passe pas comme ça.
nous véhiculons des valeurs, nous véhiculons des projets depuis tantôt, et donc nous devons discuter avec tous nos partenaires. Et que ce soit la région qui a été un partenaire en 2015, le président Chalus a été un partenaire, il n'est pas au parti. Il l'a toujours dit, c'est pas un scoop, il dit je ne suis pas encarté dans aucun parti. C'est lui qui le dit, c'est pas nous. Ouais. Donc on a en 2015 fait ce partenariat, nous devons faire le point, revisiter et voir sur quelle, orientation que nous allons continuer ou pas, eh bien, cette aventure que nous avons connue. Et donc le parti devra faire, son bilan à l'intérieur d'une organisation qui a été la région Guadeloupe et proposer à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marchera tout le temps. À ce moment-là, ça sera autour d'une table et on discutera puisque nous ne sommes pas en train de monter, quelque chose à l'arrivée d'un déjeuner champêtre. On est en train de parler du pays. Et ça ne se discute pas comme ça, où on décide un jour, dit je suis avec rien du tout. Nous sommes avec une idée, avec un projet au service d'une population. C'est cela qu'il faut prendre au sérieux. Sinon, on part dans tous les sens et surtout, notre principe, nous ne mettons pas en avant des hommes, nous mettons en avant des idées et nous mettons en avant, nos militants, ceux qui participent au projet. Très bien. Et c'est ça qui a été le fil conducteur depuis 1994, de celui qui a créé le parti. Et d'ailleurs, la scission avec le Parti socialiste à l'époque, c'était du fait qu'il y avait des gens qui décidaient et qu'un jour, on entendait que c'était un tel. Ça ne passe pas comme ça chez nous, à Guadeloupe Unie. Nous sommes un parti organisé, c'est pour cette raison que nous avons cette longévité. Et c'est ça, donc nous sommes dans un calendrier normal de parti politique. Parfait. C'est un exercice, normal. Dominique Théophile, on reste avec vous donc en plateau. Donc GUSR revendique une certaine liberté. Non, GUSR est un parti libre depuis 1994, date de sa création. C'est un parti ancré avec une orientation de la domiciliation du pouvoir local. On sait que l'orientation du parti, c'est travailler pour une émancipation du peuple guadeloupéen au travers d'une structure unique, puisque politique. Bref, un certain nombre d'orientations depuis des années que nous véhiculons. Et nous avons toujours été, libres de notre calendrier, surtout, et de nos actions. Et surtout, nous admettons et nous pouvons, chez nous, je le dis, avoir quelques différences d'appréciation sur tel ou tel sujet, mais le socle commun de valeurs reste profondément une vertu de Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. C'est ça, responsabilité, solidarité, union. C'est ce que nous véhiculons. Après, nous traversons, la tempête des partis politiques, bien évidemment, mais nous restons concentrés sur l'objectif qui est de sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier et avancer. C'est ce que nous faisons. Puisque les grands diseurs ne sont pas forcément les grands faiseurs. Donc la décision sera prise au moment de la convention du parti, c'est ça? Mais bien évidemment, par respect de nos militants, de nos élus. Oh, mais vous avez une idée quand même de... Bien évidemment, mais bien sûr que la discussion est engagée. Et c'est parce que la discussion est engagée, nous avons fait ce qu'on appelle un point d'étape. Ce point d'étape, c'est parce que nous avons engagé la discussion, ce qu'on appelle en interne, entre nous-mêmes. Et cette discussion va être partagée avec les autres et nous allons rendre notre copie et les militants vont pouvoir, après débat, bien évidemment, voter. Je crois que c'est comme ça. Sinon, on perd une forme de confiance et on considère que parce qu'un tel est maire ou parce qu'un tel est sénateur, député, conseiller général et tout, pourrait décider pour tout le monde. Non, on donne une indication puisqu'on est là pour ça. Quand on est chef, quand on est responsable, quand on est dirigeant, on doit donner une indication. Mais l'indication ne peut pas profondément être la décision finale, puisqu'il faut accepter que ça soit discuté. Mais il faut donner une orientation, bien sûr. Notre rôle, c'est donner l'orientation. On ne va pas faire le match le jour. Oui. Et vos militants poussent pour que GUSR conduise sa propre liste, ça c'est connu. Mais il y a des militants qui poussent, il y a des militants qui ne poussent pas, il y a des militants qui sont neutres, c'est comme la vie sociale. Vous avez toutes sortes de choses. Mais c'est à nous, dirigeants, d'analyser les forces en présence, puisqu'il y a des concepts, des
que nous devons respecter, regarder les forces en présence, regarder le gain politique en termes de, je veux dire, d'alliance possible, regarder aussi le gain qu'il pourrait y avoir en termes de combat en solo, combat avec, mais comme nous avons une conception, et je le dis, et qui est dans notre sigle d'ailleurs, Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. Nous allons faire preuve de solidarité avec les autres, de responsabilité envers du pays, et nous serons au combat unis avec ceux qui et celles qui voudront bien nous accompagner. C'est ça. C'est l'heure du bilan déjà de la mandature écoulée, de l'accord de gouvernance avec Harry Chalus. Qu'en est-il? Mais on ne construit pas forcément une organisation en fonction de plus ou de moins dans le bilan. Parce que quand il y a des renouvellements, il y a d'autres... Quand il y a un renouvellement, et même dans une association, même quand le chef réussit, il y a d'autres critères qui viennent pour le remplacer, soit par la jeune génération, soit etc. de critères. Ce n'est pas seulement un bilan factuel qui fait que... Parce que sinon... Eh bien, on reste là. Si le bilan est réalisé par une équipe et que vous avez une longévité de 40 ans, eh bien, vous allez rester 40 ans, puisque dès lors que le bilan est positif, vous y restez. C'est pas comme ça qu'on analyse le bilan. Le bilan, ça doit être un truc. Donc, si vous parlez de bilan factuel, bien évidemment, Guadeloupe Unie, c'est un maillon essentiel de l'action régionale. Et on le sait. Mais on n'a pas tout réussi et personne n'a jamais tout réussi. Et quel que soit, surtout quand il s'agit de prendre les rênes de territoires en difficulté, en souffrance. Il y a beaucoup de choses à réaliser et nous devons dire, pour la mandature à venir, compte tenu des difficultés que nous avons aujourd'hui, comment nous envisageons une équipe pour pouvoir aller au combat. Mais cette discussion-là n'est pas fermée au sein de Guadeloupe Unie, elle sera ouverte aussi au sein même de la sphère régionale, dans la majorité, bien évidemment. Mais comme nous sommes un parti politique, nous devons régler toutes ces questions-là au sein de notre organisation avant tout. Je crois que ce n'est pas une situation exceptionnelle. Ça nous donne l'occasion, avec ce communiqué de presse et cette clarification, de faire ce que nous avons prévu de faire depuis quelques années, ouvrir la discussion et décloisonner la chose politique dans le langage. Ce n'est plus la même situation où on s'enfermait à 2-3 dirigeants et on disait que c'était un tel, ou on va tuer un tel, ou on va faire un tel. On a trop fait ça dans le pays. Les gens sont en contact direct aujourd'hui avec ce qui se fait. Rien ne doit être caché. Nous disons ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Après, Inch'Allah, on va voir ceux qui vont accepter la nouveauté, accepter ce pari-là et accepter ce tournant de langage politique. C'est ça qui me guide, qui nous guide, et c'est notre façon de faire. Comment Harry Chalus doit-il le prendre ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas Harry Chalus. Évidemment. Je suis en train de parler de ce que nous faisons. Dans son organisation, je crois que peut-être qu'il va mener sa discussion, dans son groupe. Nous menons la discussion et puis après nous partageons les choses. Nous, peut-être qu'on a rencontré, on ne sait jamais. Mais il faut déjà que vous prépariez ce que vous avez à dire pour le pays, comment projeter le pays, mettre en place et mettre sur la table les difficultés, comment les aborder. On ne peut pas aborder le pays sans regarder l'évolution des changements. En tout cas, l'évolution de ce qui se passe. Mais un homme politique, s'il regarde sur une mandature de 6 ans, sa fonction d'homme politique, il a tout raté. Il faut projeter le pays au moins à 25 ans. C'est comme ça qu'il faut le voir, parce qu'on a tous les éléments, on a les statistiques, on sait déjà aujourd'hui combien d'habitants, à quelque chose près, que nous aurons en 2030. Quelle est la part des plus de 65 ans? Donc, est-ce qu'on va développer la silver économique? Mais c'est pas en se levant le matin, on va dire on va le faire, mais parce qu'on sait qu'on a l'échéance et l'horizon de 2032, on va commencer à préparer, ne serait-ce que plus qu'au niveau de comment, je veux dire, entretenir nos personnes âgées, mais comment nous allons modifier le mode d'habitat, puisque les mezzanines, bref, les portes de 74, comme je dis, il faut des portes de 90, ne serait-ce que le mode d'habitat, il y a des choses, mais c'est une vision à moyen long terme.
pour envisager. Les déviations, c'est pas, on va pas faire une petite route parce qu'on a besoin. On doit projeter le pays sur les 25 prochaines années, sans pour cela nécessairement récupérer les bienfaits de ce qu'on a fait, sans pour cela les récupérer. Mais l'histoire retiendra toujours que c'est parti d'une base. L'histoire retient toujours le commencement. C'est de l'alpha et l'oméga. D'accord? Donc, à ce moment-là, mais on n'est pas dans l'urgence. Il faut sortir dans l'urgence, dans le pays, et quelles que soient les situations, même si on a beaucoup avancé sur les choses et on l'a démontré, bien évidemment, sur ce qui ça a été fait entre 2015 et 2021, mais nous ne sommes pas, je veux dire, et personne ne peut se dire qu'on a tout réussi. Il faut, et d'ailleurs c'est parce qu'il y a des choses encore à faire que les uns et les autres souhaiteraient continuer. Et justement, parmi les choses à faire, urgemment, il y a à régler ce dossier de l'eau. Hein, donc il y a cette proposition de loi que vous avez portée avec la députée Justine Bénin. La prochaine étape, c'est la commission mixte paritaire, c'est bien ça, la semaine prochaine? Alors la loi est un sujet douloureux, il fallait être courageux, parce qu'on sait bien quand on le fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Sur ce domaine-là, il s'agit de l'eau. Et il faut sortir de la sémantique quand il s'agit de la santé, de l'eau, de la vie. C'est pour cette raison que le courage politique de la députée Justine Bénin et de moi-même, nous avons compris qu'il fallait dépassionner le débat. Puisqu'on voit encore à l'approche des élections, qu'est-ce que ça a été. Et pendant des années, comme ça, à un moment, on ne se fixe pas d'objectifs politiciens. On se fixe des objectifs purement de réalité, de principe de réalité. On l'a fait, la loi a été votée à l'Assemblée nationale sans un vote contre, au Sénat sans un vote contre. La CMP, c'est le 23. Je devais être à la CMP, je me suis fait remplacer par Tani Mohamed Swali, mon compatriote de Mayotte. Le 23, la CMP, la commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés vont se mettre d'accord sur le texte commun, mais c'est une commission qui va durer même pas 5 minutes, puisque le texte n'est pas à modifier par l'Assemblée nationale et le texte n'est pas à modifier par le Sénat. Il n'y a pas de divergence sur le texte final qui a été voté au Sénat. Donc la CMP va durer à peu près 5 minutes, juste pour faire un constat. Le 8 avril, nous allons nous retrouver en séance, je ferai le discours de clôture de la loi au Sénat, c'est-à-dire le rapport de la commission mixte paritaire, et qui sera fait en même temps à l'Assemblée nationale, et la loi sera définitivement votée, et puis dans les 15 jours, le président de la République la loi sera promulguée et mise avant la fin du mois d'avril, début mai. Oui, donc les choses sont bien ordonnancées, bien sûr. Le cap est fixé. Et donc vous ne regrettez absolument pas, Justine Bénin et vous-même, d'avoir porté ce combat courageux. Un combat courageux, ô combien nécessaire, et qui répond à la revendication du peuple guadeloupéen depuis 2009. C'est la revendication. C'est pas une initiative de parlementaires guadeloupéens dont le rôle c'est de faire la loi aussi. Ce n'est pas ça. C'est une réponse à une revendication de 2009. La structure unique, et c'est une revendication des élus guadeloupéens, et je crois que Tonton est en face de moi, où tout le monde est d'accord sur la structure unique. Comment y parvenir? Ça, c'est des questions de détail. Comment y parvenir? On va à Basse-Terre, on peut passer par les Mamelles, ou on peut passer aussi par la voie normale. Ce qui est important, c'est d'atteindre l'objectif. Et l'objectif était difficile, et on comprend bien. Il y a eu un gros travail qui a été réalisé, mais un travail de titan par les élus, qui ont déjà admis qu'il fallait une structure unique. C'est déjà un grand chantier, ce qui n'est pas facile. Donc ils ont commencé une voie, mais qui avait une difficulté, puisque il y a des contingences qui arrivent, et même ceux qui sont pas qui n'ont pas été dans le giron de ce qu'a proposé les élus, mais sont d'accord, je vais parler de la Cap Excellence, est tout à fait d'accord à une structure unique, mais ils n'arrivent pas forcément à le faire. Eh bien, la loi a repris l'essentiel et la totalité de la volonté de la population et des élus de la Guadeloupe. Et notre rôle qui est de faire la loi en tant que parlementaire. Donc les élus ne pouvaient pas se mettre d'accord, la loi leur impose les choses. Non, la loi accompagne justement la volonté populaire. C'est ce que la loi fait, accompagne la volonté populaire, c'est ça. Et la loi permet justement de mettre en place la structure unique,
puisque le peuple ne connaît pas SMO ni SPL, c'est un terme technique, et par contre, le peuple connaît bien ce que c'est qu'une structure unique. Parce que si vous allez présenter au peuple une structure unique et vous lui dites, mais un tel n'est pas dedans, le peuple, ça lui parle en disant que, mais qu'est-ce que vous nous avez vendu? Vous nous avez vendu une structure unique où tout le monde n'est pas dedans. C'est ça, c'était ça le danger pour les élus, que nous avons presque réparé, parce que ce qu'on va dire au peuple aujourd'hui qui attend de l'eau, c'est que nous avons mis en place une structure unique, pas pour régler tout de suite le problème, parce que c'est un véhicule, la structure unique. Mais il faut transporter la structure unique vers l'eau au robinet. Le travail ne fait que commencer, ne fera que commencer. Et le travail, comme disait un homme que nous connaît, Christian Gatou, le travail est titanex. C'est un gros chantier. L'eau n'est pas l'eau du robinet qu'on voit, il pleut. Il y a 7-8 métiers qui interviennent dans la situation de l'eau potable. C'est extrêmement complexe. Il y a la cartographie, vous avez tout cet aspect très technique que nous avons voulu, avec la députée Justine Bénin, aborder cette question-là avec une hauteur de vue, avec la technicité, parce que c'est un sujet douloureux où la politique politicienne n'avait pas beaucoup de place. Et nous n'avons pas laissé de place à cela. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu bon au service du pays et nous l'avons fait. Si nous ne l'avions pas fait, ça aurait été soit un projet de loi du gouvernement, soit une proposition de loi de la France Insoumise de Mélenchon, ou soit un décret. Donc, moi, ce qui me fait plus plaisir, c'est que ça a été fait par des Guadeloupéens, au sein de l'hémicycle où il y a la représentation nationale, et porté par des Guadeloupéens pour un sujet qui concerne les Guadeloupéens. Parce que quand on vote le budget des territoires d'outre-mer, ce ne sont pas les Guadeloupéens qui portent le projet. Quand on vote une loi, justement, pour la Guadeloupe ou pour les départements d'outre-mer, même pas 5% des Guadeloupéens ne les portent pas. Et d'ailleurs, personne. C'est la représentation nationale qui le porte. S'il y a un sujet et qui concerne le pays et que ce sont les enfants du pays qui le portent, et leur rôle et leur boulot, c'est bien faire la loi, contrôler le gouvernement par des questions écrites, des questions orales, c'est bien, ça peut être qu'être apprécié. À mon avis, c'est notre travail. Et si on ne l'avait pas fait, on nous aurait reproché d'être à la représentation nationale et de ne pas porter cette question-là. Parce que, M. Fendéré, 2017, je suis entré au Sénat le 2 octobre 2017. Et ma première question, le 30 octobre, c'était justement la question de la situation de l'eau et je demandais les investissements nécessaires pour une question en évoquant le taux de rendement de réseau qui était de moins de 50% sur le territoire. Donc la question n'a pas été pour moi évoquée à la veille de la discussion sur le SMO. Depuis 2017, nous sommes dessus. Et avec la députée Bénin, qui connaît très bien le sujet, d'ailleurs qui était présidente d'une petite structure au Nord-Grande-Terre, donc on a pu travailler dans de bonnes conditions pour pouvoir y trouver les voies et moyens pour tenter de sortir et le chantier commence. Très bien. Avant de recevoir sur le plateau Joseph Moueza, le président du groupe du même nom, une dernière question, Dominique Théophile, concernant donc l'adoption de cet amendement donc pour renforcer l'intégration des ligues et comités sportifs dans nos bassins régionaux. C'est une revendication qui date de plus de 20 ans. Plus de 20 ans, et ça fait à peu près 10 ans que le président du Cross-Gloire, Alain Sorez, est dessus. On a tenté toutes sortes d'amendements ou de propositions à l'époque. On n'a pas su concrétiser, puisque la difficulté pour nos champions, nos clubs dans la Caraïbe et à l'international, c'est de pouvoir représenter le pays. Et c'était un frein. Et nous avons fait passer, nous avons donné, c'est Madame Justine Bénin, encore une fois, qui nous avons choisi pour porter l'amendement à l'Assemblée nationale. L'amendement a eu l'issue favorable que vous connaissez. Et désormais, les clubs, les champions, nos clubs, quelle que soit la discipline, et non seulement pour la Guadeloupe, mais pour l'ensemble des territoires outre-mer, à l'international, peuvent représenter leur territoire, pas en dérogation, comme nous l'avons eu quelques petites dérogations pour le Kwankido et d'autres. C'est l'ensemble des clubs pourront signer un accord international avec leur ligue, leur fédération, pour pouvoir les transporter et bénéficier en cela du financement qu'ils pourraient avoir, par exemple dans la CONCACAF, d'autres structures qui sont développées. Pour moi, c'est très historique, après 20 ans de combat, et tous ceux qui l'ont demandé, nous allons pouvoir échanger. Je crois que nous devons poser les bases du développement. Et quand moi, je parlais
avec d'autres, bien sûr, de cette coopération avec Cuba. Ce sont des jalons que nous posons demain. La coopération sanitaire, la coopération sportive, tout cela, ce sont des bases. Et quand ces choses-là vont prendre leur élan et que nous allons avoir ce retour sur investissement, peut-être que je ne serai plus là, mais il faut jeter les bases maintenant. Avec hymne et drapeau? Ben ça c'est le champ politique. Moi je suis pour l'instant sur le champ de la revendication des sportifs qui veulent travailler, qui veulent exercer leur talent à l'extérieur. Après, vous aurez le champ du pouvoir politique sur cela, mais ça c'est un autre sujet qui concerne notre évolution institutionnelle et notre appartenance à la République. Quand le jeune Borrell a gagné la Coupe panaméricaine, ben, c'est quel drapeau qui a été hissé dans la Caraïbe? Quand les Guada Boys ont gagné, quel drapeau qui était hissé? Toutes ces questions-là en amont. Quand nous gagnons quelque chose, ne serait-ce qu'à l'international, quel drapeau qui était hissé? Pour l'instant, nous sommes dans un contexte, je dis, de département, affilié à la France. Après, ça dépendra de l'évolution institutionnelle et chacun, ça prendra son rythme. Pour l'instant, ce champ que nous avons défendu, c'est un champ sportif. Et les autres champs vont arriver en fonction des revendications et des demandes de la population. Merci à vous Dominique Théophile d'avoir été sur notre plateau dans cette grande édition Midi Pile. Merci, c'est moi. Nous poursuivons. Les crises, c'est bien connu, ouvrent la porte à des opportunités. Elles sont aussi l'occasion d'opérer des mutations profondes. Certaines entreprises en ont profité pour opérer des repositionnements stratégiques quand elles n'ont pas été obligées de le faire. D'autres ont envisagé avec méthode la transmission. Nous recevons Joseph Moueza, le président du groupe du même nom. Bonjour Joseph Moueza. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment votre groupe s'est-il organisé, Joseph Moueza, pour passer avec le moins de casse possible ces 12 derniers mois? Bon, en fait, nous sommes une société aujourd'hui, une entreprise guadeloupéenne très proche et une entreprise de proximité. Donc nous évoluons aussi avec cette proximité déjà avec la clientèle, mais cette proximité aussi avec notre personnel. Donc on peut dire que notre vision, c'est une vision de gestion permanente, de gestion collective. Cette crise, que vous a-t-elle appris? Qu'en avez-vous tiré? Cette crise nous a appris énormément. Cette crise nous a appris la fragilité de notre territoire. Cette crise nous a appris la fragilité aussi des entreprises. Cette crise nous a appris aussi à se surpasser, à se dépasser et même à se réinventer. C'est cela qui vous a conduit à envisager de manière concrète la transmission au sein du groupe? À mon avis, à mon endroit, cette transmission avait déjà démarré depuis un certain nombre de temps. Mais la nécessité aujourd'hui de ce que nous vivons au niveau sanitaire nous oblige aujourd'hui à nous structurer différemment. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, on doit revoir, on doit revisiter l'entreprise et avoir une autre vision, la vision du devenir de l'entreprise, savoir comment l'entreprise devra être demain. C'est-à-dire que vous êtes à la direction d'une entreprise, certes, vous avez une vision de l'organisation, mais cette vision aujourd'hui, avec les éléments que nous avons de la Covid, rien n'est maîtrisé aujourd'hui pour vous permettre de prétendre être là demain ou après-demain. Donc vous devez vous organiser parce que quand même, c'est une entreprise, c'est un ensemble de personnes qui vivent, c'est un ensemble de personnes qui y travaillent et il faut penser à leur devenir avant de penser uniquement au vôtre. Et cette vision passe par une organisation aujourd'hui avec la jeunesse du pays et leur demander et les inciter à prendre des directives et à s'engager dans le devenir d'une entreprise qui est la leur. Ouais. Et comment vous organisez cette transmission? Vous savez, votre fils Josué, c'est ça? J'ai mon fils effectivement qui maintenant prend la direction générale depuis un certain nombre d'années, mais aussi avec un certain nombre de collaborateurs qui viennent. Et notre volonté en termes de stratégie a été de mettre en place une organisation permettant de faire participer le plus grand nombre aux décisions qui se prennent, d'avoir une vision commune, d'avoir, comme on dit, mettre la tête sous le même chapeau pour qu'on puisse trouver cette corrélation, cette façon de mettre ensemble, cette façon de faire ensemble, de promouvoir ensemble et d'espérer ensemble
ensemble, d'organiser ensemble. Parce que c'est nécessaire. Vous savez, une entreprise, c'est un ensemble d'individus, c'est un ensemble de pensées pour une philosophie commune. Comment mettre en place toute cette symbiose. Et aujourd'hui, nous partageons avec le plus grand nombre de nos partenaires, déjà dans un premier temps, mais aussi avec l'ensemble de notre personnel, la vision de développement de l'entreprise et la vision comment mettre en place cette entreprise pour qu'elle puisse véritablement se pérenniser dans le temps. Parce que nous sommes quand même dans un monde relativement difficile, avec en face de nous des groupes relativement importants et imposants. Comment nous frayer un petit chemin à travers cette jungle-là? Et ça ne passe que par une organisation fine de notre organisation, mais ça se passe aussi par un crédit que nous avons vis-à-vis de la clientèle, qui est une clientèle de proximité que nous allons voir, que nous allons vers cette clientèle pour leur permettre véritablement d'avoir et d'asseoir une confiance dans nos projets. Très bien. Le groupe Mouisa, aujourd'hui, ça représente quoi? Le groupe Mouisa représente un certain nombre de magasins, c'est-à-dire que nous avons été à l'origine de la création de Général Bricolage. Et depuis l'arrivée de mon fils, nous avons, avec une autre vision, je dirais beaucoup plus évolutive, des magasins Brico Déco et ensuite Homme Déco. Aujourd'hui, donc, il vient de créer une nouvelle activité qui se nomme Réaction, avec une philosophie de mettre ensemble un certain nombre de choses. Donc de permettre, toujours autour de l'habitat, de répondre à une attente de proximité, parce que nous sommes des entreprises de proximité avec une philosophie d'être proche de la population. Donc c'est une vingtaine de magasins, une vingtaine de points de vente dans divers domaines, de bricolage, le carrelage, l'aménagement de la maison, et on essaie, autant que faire se peut, de répondre véritablement à un dicton ou une citation que je connais très bien et que Mme Théophile partage, c'est-à-dire qu'en fait ici, nous avons, comme l'a si bien dit nos philosophes, nous avons chacun une mission sur cette terre. Oui. Soit nous l'accomplissons, ou soit nous la trahissons. Et j'y tiens particulièrement à cette mission que j'essaie de faire partager à tous nos collaborateurs, chaque jour, chaque heure, chaque mois, et dans tout l'espace que nous essayons aujourd'hui de nous investir. C'est beaucoup d'années de travail, tout ça, de sacrifices. Racontez-nous comment vous avez bâti cet ensemble. Ben, vous savez, je suis fils de Christian Mouisa, qui est quelqu'un d'inventif, de Nicétas Bouchotte, qui est une femme exceptionnelle. Et aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir reçu ce jour, qui est la Saint-Joseph, parce que ce matin, à 5 h du matin, j'ai une cousine qui m'a appelé pour me dire « Je reviens de la messe ». Elle vit en métropole depuis plus de 50 ans. Je reviens de la messe et je viens de prier pour toi. Parce qu'en fin de compte, tu t'étais engagé vis-à-vis de ta mère sur un principe et que je sais que tu as respecté. Donc, pour moi, la parole, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'engagement aujourd'hui, parce que je suis dans une famille, dans une fratrie de 9 enfants, où nous sommes tous des chefs d'entreprise. Et donc nous sommes nés dans ce moule-là, le moule de la prise de responsabilité, le moule de l'investissement, le moule du savoir-faire, le moule d'essayer, autant que faire se peut, de participer de manière active à l'évolution de notre pays. Et c'est ça, aujourd'hui, que j'essaie de faire partager avec le plus grand nombre. Et c'est ce que j'essaie de développer au quotidien. Quand il y a une interrogation quelque part, quand il y a une question qui se pose, quand il y a une affectation, une orientation, il faut qu'on se précise et il faut qu'on précise aussi ce qui est important, sa vision de l'organisation du pays. Ça, c'est important, parce que le pays, c'est l'élément essentiel qui nous permet d'exister. Très bien. Je n'aime pas le terme succession, mais vous laissez un groupe dans quelle situation? Ben, là, vous me dites que vous n'aimez pas le terme succession. Oui, oui. Quel est pour vous Succession, c'est connoté, c'est un peu... Voilà, quand on parle de succession, généralement, on préfère parler de transmission. Ah non, vous savez, c'est à la limite, ce sont des interprétations. Oui. Vous savez, l'entreprise, j'étais à l'origine de la création de ces entreprises, et aujourd'hui, transmission ou ce qu'on veut, mais ce que je veux, moi, c'est la pérennisation de l'entreprise. C'est-à-dire, quand un jeune vient me voir, ce matin, j'en ai reçu un. Je ne les reçois pas aujourd'hui pour les embaucher, ce n'est pas moi qui embauche. Mais ce que je partage avec eux, c'est cette vision
et cette organisation qui est faite depuis tantôt pour leur dire, écoutez, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'aujourd'hui vous venez, vous entrez dans l'entreprise et que dans 20 ans, vous soyez à la place que je suis. Et que vous rencontrez un jeune pour lui dire, j'ai rencontré M. Joseph Moïsa qui était à la base de la création de cette entreprise. Voilà les mots qui m'a tenu. Et voilà la philosophie qu'il avait pour créer cette entreprise. Et voilà dans quelle orientation il serait souhaitable que nous puissions aller pour pérenniser l'emploi, pour permettre à la porte qui vient de s'ouvrir aujourd'hui et que vous êtes entrés, que d'autres puissent entrer par la suite. Et c'est ça qui est important. Vous savez, construire un pays, ça se fait politiquement, comme vient de le dire Dominique Théophile, mais ça ne se fait pas que politiquement. Ça se fait aussi par l'implication des hommes et des femmes au sein de la création de l'entreprise. Parce que dites-vous bien, on vote des lois, on vote des millions, on vote tout. Mais qui est-ce qui paye? C'est vous et moi. C'est nous qui payons. Tout ce qui se fait dans la société, c'est par le travail. C'est par le travail que ça se paye. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent injecté, il y a beaucoup de facilités qui sont faites. Mais vous avez d'une manière ou d'une autre. C'est nous les comptables, c'est nous qui allons tout payer. Vous savez, il y a des grèves qui se font, il y a tout ce qui se fait, on lâche par-ci, on lâche par-là. C'est le contribuable qui paye. Donc quelque part aujourd'hui, le contribuable, moi, la politique, ma politique, c'est de dire aux contribuables, vous devez être sensible à ce qui se fait dans votre pays. Vous devez être à l'écoute en permanence et vous devez aussi vous impliquer dans le devenir du pays et ne pas rester tout simplement sur le bord de la route en disant je veux ceci, je veux cela. Non. Avant de dire je veux ceci, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait pour avoir cela. Donc ce qui est important, c'est l'implication de tout un chacun dans l'organisation du pays, mais aussi jamais donner de blanc-seing à qui que ce soit. Parce que ce qui se passe dans notre pays est de notre faute. Nous sommes comptables de tout ce qui se passe. Et c'est ça qu'on doit se dire. Quand je vois notre société, la manière aujourd'hui permettez-moi, qu'elle s'effrite, j'ai peur pour l'avenir. Je vous dis très sincèrement, j'ai peur pour l'avenir. Parce qu'on a beau pu dire ce qu'on veut, mais nous tombons aujourd'hui dans un marasme où on ne sait plus où aller. Moi, quand je vois où la démocratie nous emmène, quand je vois aujourd'hui les fake news, quand je vois aujourd'hui tout le monde a le droit de tout dire, quand je vois tout le monde a le droit de tout faire, vous savez, ça m'inquiète. Ça m'inquiète terriblement pour le devenir du pays. Et c'est ce qui m'oblige aujourd'hui à dire que le monde qui arrive n'est plus le mien. Je vous le dis de manière très sérieuse, le monde qui est en train de s'organiser n'est plus le mien. Le monde qui est en train de s'organiser aujourd'hui, nos responsables et le public guadeloupéen doit se poser des questions parce que notre monde devient de plus en plus violent. Notre monde devient de plus en plus sans âme, comme on dit en créole, sans âme, sans conscience. La réflexion, l'existence de l'homme, comment dirais-je, la puissance que nous avons. C'est très important. Je vous dis, la puissance que nous avons de nous réinventer, nous le perdons dans la violence. Nous nous écartons de l'essentiel. L'essence même de notre existence a tendance à s'effriter. Il y a des valeurs, on ne même peut plus de parler de valeurs. Il faut qu'on s'interroge en permanence sur notre devenir. Il faut qu'on s'interroge, et je dis c'est très profond ce que je dis parce que c'est quelque chose que je ressens et que je vis. Il faut qu'on s'interroge sur notre devenir. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de chacun de penser qu'on a le monopole de la vérité. Je crois que notre monde aujourd'hui et notre société aujourd'hui est dans un carrefour où il y a un déchaînement de violence tel qu'on ne sait plus aujourd'hui comment préparer demain. Vous savez, le monde dans lequel on évolue, dans lequel on vit aujourd'hui, et nous sommes un petit pays. Et je crois qu'il y a une dizaine d'années, on est passé véritablement à côté de quelque chose parce qu'on aurait pu véritablement donner un autre élan à ce pays. On est passé à côté d'un certain nombre de choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à l'essentiel. Très bien. Merci. Merci à vous, Joseph Moïsa, pour ces paroles de sagesse fort appréciables. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons. Il faut voter la Désirade pour le concours de village préféré des Français 2021, organisé par France 3. C'est la 10e édition. 14 communes sont en compétition. La Désirade représente tout l'outre-mer. Loïc Tonton, le maire de la Désirade, est notre invité dans Midi Pile. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à tout le monde, bonjour à la Guadeloupe et bonjour à tous les téléspectateurs.
La Désirade a donc de sérieux atouts et vous comptez sur la mobilisation de tous pour que votre commune remporte ce concours. Parce que quand on va dans un concours, c'est pour gagner. Bien entendu. Vous avez parlé d'atouts et nous sommes tous conscients d'ailleurs que la Désirade a tous les atouts, puisque déjà nous figurons déjà dans les 14 sélectionnés. C'est déjà pour nous beaucoup. Mais comme vous dites, lorsqu'on va dans un concours, c'est pour gagner. Donc aujourd'hui, tout est fait, et c'est pour cela qu'on demande à toute la Guadeloupe de pouvoir voter en masse pour que Désirade soit élu plus beau village des Français, préféré des Français, puisque aujourd'hui, la Désirade ne représente pas que la Désirade, représente aussi la Guadeloupe, représente aussi tous les départements d'outre-mer et je dirais de façon générale les outre-mer. Donc j'invite effectivement tout le monde à voter pour la Désirade pour que nous puissions avoir ce concours ici présent aux Antilles. Très bien. Comment avez-vous été sélectionné? Comment ça s'est passé? Nous avons tout simplement répondu à un appel à candidature. C'est vrai que lorsque la demande m'a été formulée par mes équipes, j'ai répondu favorablement puisque j'ai confiance, comme on dit souvent, aux atouts qui sont les nôtres, à Désirade, qui sont aussi celles aussi des autres îles et communes de la Guadeloupe. Donc tout naturellement, j'ai mis mon accord pour réellement répondre à cette candidature et qui a été positive. Pour la Désirade, c'est l'occasion d'une belle exposition médiatique aussi. Bien sûr. Vous savez, le tonton sait très bien que lorsque je suis arrivé aux élections, que c'est le marin-pêcheur en gros qui arrive en politique. On le sait tous. Et c'est vrai que lorsque je me suis engagé en politique, notamment au niveau de la filière pêche guadeloupéenne, puisque je suis aussi vice-président du comité régional des pêches, j'ai été président de l'association des marins-pêcheurs de Désirade. Eh ben, j'ai toujours mis mon cœur à tout faire, à vraiment publiciter le secteur d'activité qui est la pêche. Je pense que le travail a été positif. Aujourd'hui, en tant que maire de la Désirade, je prends aussi à cœur mes fonctions, puisque aujourd'hui, j'ai aussi à cœur de développer tous les secteurs d'activité qui composent l'économie de la Désirade, notamment le tourisme. Et je pense qu'aujourd'hui, par le biais du vote ou de la participation au plus beau village préféré des Français, nous aurons un instrument de travail qui sera vecteur justement de développement économique, de vecteur d'emploi, bien entendu. Ouais. Et aujourd'hui, comme tout endroit, comme toute collectivité, comme tout territoire, nous avons un pourcentage de jeunes en difficulté, de jeunes qui chômeurs. Et je pense que ça sera aussi l'occasion de pouvoir apporter des projets à la municipalité pour pouvoir ensuite réellement développer ce secteur. Je fais une petite parenthèse. Vous êtes un maire bien installé, pas en danger Vous savez, les débuts ont été difficiles, on le sait tous. Je suis pas là, je suis toujours en toute transparence. Ouais. Aujourd'hui, je pense que les choses se sont apaisées, puisque la population, tout le monde a compris que le tonton n'est pas là pour montrer qu'il est le boss de Désirade. Non, bien au contraire, je suis là pour travailler avec tout le monde. Donc ceux qui ne voient pas de cet œil n'ont pas forcément leur place. Je pense qu'eux-mêmes ont su prendre la décision de se retirer, puisque le tonton travaille avec tout le monde. Donc en partant de ça, tout est bon pour moi. Et avec l'équipe que je travaille, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le maire aussi dans une collectivité. Il y a aussi des adjoints au maire, il y a aussi des conseillers délégués, des conseillers, toute une équipe qui travaille. Et c'est vrai que le maire est bien souvent publicité, mais c'est un travail d'équipe. Ouais. Pour revenir au concours, comment ça se passe? Comment on peut voter? Je vais vous dire, alors un peu pour éclairer tout le monde, c'est un peu le même principe que Miss France, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous pouvons déjà voter gratuitement via le QR code sur le site www.francetv.fr ou par téléphone au 32 45 en tapant le numéro 12. Petite anecdote, je pense que c'est aussi historique. Il faut savoir que Thierry Henry, qui est un joueur de football que tout le monde connaît et qui est d'ailleurs une emblème nationale, je dirais, puisque c'est comme ça qu'on le voit, a porté le numéro 12 à l'équipe nationale. Donc je dirais c'est aussi quelque chose qui montre que c'est peut-être le bon moment pour la Désirade, et je pense que tout ça fait que ça montre qu'on sera peut-être gagnant. Je pense qu'on sera gagnant. Quand vous êtes optimiste, vous y croyez, c'est important. Oui, bien sûr. La Désirade gagnerait à être connue davantage et de par le monde, pas seulement en France.
Oui, mais c'est aussi l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir faire connaître au-delà des frontières ultramarines, je peux me permettre de m'exprimer ainsi, de montrer que la Désirade existe. Alors, c'est vrai que quand on prend le globe, on prend une carte, on ne voit pas la Désirade, mais elle est bel et bien là. Elle est bel et bien là avec ses beautés, avec ce qu'elle est, avec son authenticité. Puisque c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui me disent, oui, qu'est-ce qu'on compte faire pour améliorer l'île? Eh bien, je compte rien faire, puisque j'estime aujourd'hui, si nous sommes dans les 14, avec ce qu'on est, ce qu'on a été, c'est qu'on peut gagner aussi avec ce qu'on est, sans pour autant modifier notre identité, modifier ce qu'on est. Donc, l'idée, c'est de faire connaître, bien entendu, la Désirade, mais par le biais du village préféré des Français, c'est aussi faire connaître la Guadeloupe. Même si nous sommes déjà très connus, même si c'est une destination incontournable, mais la Guadeloupe sera là aussi. C'est aussi pour la Martinique, c'est aussi pour les Antilles de façon générale, pour nos ultramarins, pour nous ultramarins. Donc je pense qu'on a tous à y gagner, pas forcément que Désirade, mais c'est vrai que nous saisissons l'occasion de pouvoir faire parler encore mieux de la Désirade. Pour vous, quels sont les sites remarquables, les plus vendeurs à la Désirade? Que souhaitez-vous mettre en avant pour faire la différence? Nous avons plusieurs sites qui sont remarquables. Nous avons nos plages qui sont magnifiques. Nous avons la population, ce qu'on est, nous, la personnalité de la population accueillante qui reste gravée lorsque nous discutons avec nos visiteurs, que ce soit de la Guadeloupe ou de l'Hexagone ou quel que soit le pays. Ça reste quelque chose d'ancré en eux. C'est-à-dire qu'ils se disent que la population est très, 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 très accueillante. Et c'est vrai, nous avons plusieurs choses. Nous avons le panorama de couleurs. Nous avons des photos qui pourraient rester... le moindre petite photo prise à Désirade reste quelque chose de foudroyant au niveau du visuel. Donc nous avons beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons aussi une réserve géologique. Nous avons une réserve géologique, nous avons des pierres semi-précieuses à Désirade. C'est tous ces atouts qui sont travaillés sur l'île par le biais du lapidaire de deux Désiradiens, un couple Désiradiens qui font le travail formidablement bien. Nous avons aussi, et sans oublier, la réserve naturelle Petite Terre qui est connue aussi mondialement puisque c'est à peu près 70-80 000 visiteurs à l'année et pourtant c'est bien régulé. Donc ce sont des atouts qui sont celles de Désirade et je pense que parmi tous les villages que je vois qui ont aussi leur beauté, bien entendu, nous ne sommes pas là pour nier la beauté des autres, mais nous sommes l'une des seules îles avec, on voit tout de suite sur la photo une couleur qui n'est pas celle des autres. Très bien. Merci à vous Loïc Tonton. C'est moi qui vous remercie. D'être venu jusqu'à nous en votre qualité de maire de la Désirade. Merci et bonne chance. On va gagner. Très bien. Un protocole d'accord de fin de conflit a donc été signé hier soir entre syndicats et direction dans le conflit des sablières. Les collectivités et le préfet se sont fortement impliqués dans l'affaire. Cette grève opposait, vous le savez, depuis 4 mois les salariés de l'entreprise à la direction. Plusieurs heures de négociations se sont avérées nécessaires pour déboucher sur ce compromis. Écoutez la réaction de Maïté Hubert Mtoumo, la secrétaire générale adjointe de l'UGTG, avec Linda Kayersi. Eh bien, bien évidemment, les discussions étaient longues, puisque ça a fait un petit moment que nous n'avons pas rencontré direction à Sablières. Et effectivement, à l'initiative des services de la préfecture, du département et de la région, nous rencontrés hier, nous discuter. Vous savez, en négociation, ça n'a pas été simple, surtout après 4 mois de grève. Mais nous arrivons en bout, nous arrivons faire des concessions et faire en sorte que les deux parties sortent bien dans ça. Donc nous signons un protocole hier soir, mais nous sommes très satisfaits des signatures. Nous remettons devant la nécessité, au niveau des carrières aussi, qu'ils rentrent dans le cadre de la convention collective du BTP pour faire en sorte toute garantie sociale que nous mettre en place au niveau de la convention collective, là, ça, y appliquer aussi au niveau des carrières. Donc c'est le premier point essentiel que nous gagnons. Et après, bien évidemment, les points véritablement de plateforme là, qui c'est ouverture des NAO avant le premier semestre, ça qui permet effectivement d'ouvrir les discussions et de réellement négocier si tout ça qui conditions de travail, si salaire et tout ça qui caille à l'entour au niveau entreprise là. Nous gagnons aussi augmentation à l'échec déjeuner pour les camarades de 1 €. Et nous gagnons aussi, bien évidemment, un système de primes. Alors, pour un montant total de 3 600 € par personne.
à dans un premier temps 1800 € qui est directeur là qui baille tout de suite dès la reprise et un deuxième 1800 € qui est directement lié à l'activité là. Donc nous obtenons ça et nous obtenons effectivement que les camarades, si ils ont souhaité, qu'ils payent le congé à eux, parce qu'il faut savoir qu'ils nous arrivés en bout de la période là et qu'il n'y a pas question qu'ils aient perdu ces congés là. Donc nous proposons que les salariés qui voulaient qu'ils payent le congé à eux, d'autres bien évidemment, si ils préfèrent prendre, ils prennent, puisqu'ils font grève, ça pas en vacances, il n'y a pas au repos, ils sont fatigués, donc ils ont la capacité aussi, si ils veulent, de prendre. Qu'on nous dit ready. Direction à l'Essablière, pas qu'à respecter la réglementation en vigueur et c'était avant tout pour ça que ces camarades-là étaient debout pour demander réintégration à ces salariés-là dans l'entreprise-là. Donc en partenariat avec la région Guadeloupe, effectivement, nous mettons en place d'abord en période de formation qu'il y a au Kenya, alors bien évidemment ces formations qu'il y a au Kevlé mettre en place et à l'issue de la formation là ça il y a intégré en poste pérenne à dans entreprise que la région a proposé nous. Jean-Louis Pravaz, le gérant des Sablières de Guadeloupe, au téléphone de Linda Kayarsi. Le protocole de fin de conflit a le mérite d'exister parce qu'il fallait que ce conflit se termine. Les raisons de ce conflit ne méritaient pas une aussi longue. D'ailleurs, les raisons de ce conflit ne méritaient pas une grève tout court, parce que ça aurait pu se régler dans une réunion du CSE, si cette réunion avait eu lieu, puisque je rappelle que cette grève a été initiée par le délégué UGTG, parce qu'il s'est vu refuser l'accès à la réunion du CSE, réunion à laquelle la loi ne l'autorise pas à assister. Alors cette grève nous laisse un goût amer, parce que voir une famille se déchirer, c'est jamais bon, surtout pour des motifs futiles. Et le but maintenant va être de remettre tout le monde au travail ensemble. Je ne doute pas que tout le monde voudra travailler, mais il faudra remettre tout le monde au travail ensemble et reprendre l'objectif des Sablières de Guadeloupe, qui est de fabriquer des granulats, du sable et du gravier pour les entreprises qui construisent la Guadeloupe. Alors, je peux vous dire que les grands points de ce protocole, ce sont des questions futiles du style le ticket restaurant ou le respect de conventions collectives, des choses qui peuvent se discuter, qui auraient dû se discuter autour d'une table dans le CSE. Le grand point, c'était l'embauche des intérimaires. C'est ce qui a fait que le conflit a duré longtemps. Parce que les intérimaires, d'abord, c'est la prérogative du dirigeant que de choisir qui il embauche et quand il embauche. Ensuite, c'est pas des intérimaires qui décident qu'ils ont des compétences, c'est le chef d'entreprise qui s'est jugé par lui-même. Et d'autre part, je rappelle que ces intérimaires avaient commis une agression sur la personne du directeur technique et que là, il était devenu inacceptable et intolérable. Donc, pas question de les embaucher. Mais malgré ça, la grève s'est poursuivie parce qu'ils voulaient tout de même qu'on les embauche. Et il n'en était pas question et la raison l'a emporté. Et ces intérimaires vont pouvoir bénéficier d'une formation à la région de 1200 heures, une formation qualifiante, et ils pourront retrouver du boulot dans le BTP parce qu'il y a du travail dans le BTP. Conséquence là aussi de la crise sanitaire, les salles de cinéma, il y a un an, donc cette crise nous est tombée dessus et donc tout le monde a souffert, y compris donc les salles de cinéma. C'est valable aussi bien chez nous que dans l'Hexagone. Pour en parler, Christelle Théophile, la directrice générale de Cinestar, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tout le monde sur ce plateau. Le syndicat des exploitants de salles de cinéma Outre-mer est solidaire de la demande de réouverture des salles de l'Hexagone. Ça tombe sous le sens. Tout le monde est logé à la même enseigne, ou presque. Effectivement, on est solidaire de cet anniversaire malheureux. Puisqu'effectivement, il y a un an, les salles de cinéma devaient fermer par décret ministériel, décret gouvernemental. Et si nous avons eu la chance nous, de pouvoir rester ouverts. Nous sommes encore ouverts. Les salles de cinéma métropolitaines, elles, sont encore fermées, ont fermé depuis le mois d'octobre et n'ont pas de perspective de réouverture.
C'est l'ensemble de votre secteur qui souffre à cause de cette crise, même si en Guadeloupe, vous pouvez continuer à fonctionner? Absolument, c'est l'ensemble du secteur, même si toutes les salles ultramarines, pas uniquement la Guadeloupe, tout l'outre-mer, toutes les salles d'outre-mer sont ouvertes. Malheureusement, le fait que les salles métropolitaines soient fermées, il n'y a pas de nouvelles sorties. Les nouveaux films prévus ne peuvent pas sortir, puisque les distributeurs attendent la réouverture des salles métropolitaines. Ils attendent, ou lorsqu'ils ont enfin besoin de voir un peu de bénéfices entrer dans les caisses, ils sortent en plateforme. Très bien. Où en est le complexe Cinestar en Guadeloupe un an après le début de cette crise sanitaire? Un an après, le complexe Cinestar affiche moins 80% de fréquentation. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal à l'entreprise qui était effectivement jeune. 3 ans, la crise est arrivée au moment où on allait fêter nos 3 ans où on commençait donc à avoir cette vitesse de croisière. Le public guadeloupéen commençait à s'habituer à avoir retrouvé un outil qui faisait déplacer des familles en semaine, en week-end. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Covid, enfin la Covid, cette crise qui freine, puisqu'on se rend compte que le public guadeloupéen a envie de retrouver le chemin des salles, a envie de revenir au cinéma, mais on est face à une pénurie de films, finalement. C'est ça votre problème aujourd'hui. Voilà. Alors, pénurie de films nouveaux, puisqu'effectivement, tous ces derniers temps, ces derniers mois et ces dernières semaines, on a eu de cesse de se réinventer et de proposer des nouveautés, des films qu'on n'avait pas sortis par le passé, puisqu'il faut savoir que plus d'une trentaine de films sortaient chaque semaine au cinéma. Nous sommes un complexe de 10 salles, donc forcément, il fallait faire des choix de programmation. Et donc, depuis le mois d'octobre, on complète, on revient sur des films encore récents qu'on n'avait pas choisi de sortir à l'époque, mais qui, aujourd'hui, des films qui ont toute leur place. On donne également... on fait la part belle également au cinéma antillais, puisqu'en ce moment, on projette sur nos écrans le film Yafa de Christian Lara. On a également sur Carnaval proposé des documentaires qui racontent nos histoires, de la Guadeloupe, le Carnaval, avec Vidé, Deye Masla, sur Carnaval. Donc voilà, on essaie de pallier à cette pénurie de films nouveaux en apportant, en ouvrant un peu plus les bras, puisque vous savez que nous soutenons le cinéma antillais depuis le début, en ouvrant un peu plus les bras au cinéma antillais et beaucoup de films d'auteurs et de films français. Quelles sont les autres dispositions que vous avez dû prendre pour maintenir l'activité à défaut de la relancer ? Alors c'est vrai que nous bénéficions du chômage partiel, donc un certain nombre de salariés sont en chômage partiel, sont placés en chômage partiel. Au mois de novembre, déjà, nous avons dû prendre la décision de fermer certains jours, donc le lundi et le mardi, nous sommes fermés, sauf pendant les vacances scolaires. Et c'est vrai que si les salles ne réouvrent pas, la question du maintien de l'activité va se poser. Par exemple, pour le mois d'avril, nous venons de prendre la décision de fermer également le jeudi. Donc, on sera ouvert mercredi, vendredi, samedi, dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires. En espérant pouvoir offrir et compléter notre offre avec du spectacle vivant, avec des mini-concerts, bien sûr, qui sont sujettes à autorisation préfectorale. Oui. Il est temps que ça se termine. Hein. Il est temps. Grand temps. Vous avez prévu des opérations donc spéciales pour essayer de ramener du public, c'est ça? Vous êtes voilà. Obligé, hein. Alors, on est obligé de se réinventer, de toujours apporter du nouveau. Ce soir, par exemple, on innove avec l'apéro ciné, où on va proposer à nos spectateurs de partager un verre entre amis, en famille, juste avant un des films à l'affiche. Et on est en ce moment dans le mois de la femme, donc dans le festival Femmes d'ici et Cinéma. Ça va être une première, cet apéro ciné. J'espère qu'on en aura
beaucoup d'autres, en attendant qu'on trouve la prochaine idée pour attirer notre public. Ouais, pourvu qu'on sorte de ce tunnel rapidement. Pourvu que les salles métropolitaines réouvrent. Oui. Parce que, alors, j'en profite parce qu'on a beaucoup de demandes du public le public qui ne comprend pas pourquoi on ne sort pas de nouveaux films, le public qui ne comprend pas pourquoi notre programmation n'est pas plus riche, c'est tout simplement que les distributeurs nationaux et internationaux considèrent que le marché ultramarin, on ne parle pas seulement de la Guadeloupe, on s'est unis avec donc toutes ces salles de SECOM, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, pour faire un plus gros marché. Et même en étant tous ensemble et tous unis, on ne représente toujours pas suffisamment pour que les films puissent sortir au cinéma. Il faut dire qu'ils ont aussi peur du piratage. Donc ça freine considérablement leur volonté de sortir les nouveautés. Très bien. Merci à vous, Christelle Théophile, d'être venue jusqu'à nous sur ce plateau. Et on croise les doigts pour que nous puissions retrouver une programmation digne de ce nom à Cinestar. Mais en tout cas, vous rivalisez d'initiatives pour maintenir cette activité. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci. Merci à vous. Cette belle initiative autour des 1 an du début de la crise du Covid et du confinement que nous avons connu l'an dernier à la même période, des élèves de lycée encadrés par plusieurs professeurs avaient commis des textes et des créations artistiques durant le confinement. Ces productions ont été réunies dans un recueil, Mémoire Kazene pour Moun Toujours Songer, c'est bien ça, Mémoire Kazene pour Moun Toujours Songer. Cette production se décline aussi en exposition, c'est vraiment un super projet, une exposition qui sera visible à partir de demain à la médiathèque du Lamentin. C'est Jessica Oublié qui est la coordinatrice de cette opération. Nous sommes censés retrouver sur place Aurélie Zubar pour nous faire découvrir cette exposition. Aurélie Zubar, vous êtes là ? Il s'agissait pour chacun d'exprimer leurs émotions et surtout de raconter ce qu'ils ont vécu pendant le confinement. Donc certes, c'est une période qui a bouleversé nos quotidiens, mais chacun l'a retracé à sa manière. Aujourd'hui, c'est un travail de mémoire qui paraît, Mémoire Kazene pour Moun Toujours Songer. Donc, à mes côtés, Jessica Oublié, auteure du recueil. Bonjour Jessica. Bonjour Aurélie. Voilà. Donc, il était important de retracer le confinement. Oui, tout à fait. Que ce soit des élèves, des jeunes qui puissent témoigner de ce qu'ils ressentaient enfermés chez eux. Pourquoi des jeunes ? Parce que je pense que c'est la génération qui est la plus concernée par les questions de mobilité, de déplacement. Jamais aucune autre génération avant celle-ci n'a autant voyagé, s'est autant déplacé, communique autant avec les réseaux sociaux. Bref, c'est la génération de toutes les libertés. Et pour la première fois de son histoire, cette génération fait l'expérience d'un emprisonnement un petit peu particulier. Donc, il était important pour moi en tant qu'auteur d'accompagner les élèves avec lesquels j'avais l'habitude de travailler à réfléchir sur leurs propres conditions. Je précise, je suis auteur, mais ce sont bien les élèves qui sont les auteurs du recueil. Moi, ainsi que d'autres auteurs, donc Alain Rutil, Stéphanie Mélon-Renette, Coco Mondésir, 40 enseignants et des bibliothécaires du réseau des bibliothèques de près de Guadeloupe ont accompagné l'accouchement, on va dire, des textes à travers donc des exercices d'écriture qu'on leur proposait dans le cadre d'ateliers réalisés en ligne dans le cadre de la continuité pédagogique. Parfait. Qu'est-ce qu'il ressort le plus dans ce recueil ? Un profond malaise, un mal-être, une incompréhension, de la lassitude, de l'ennui, des mots très forts. Il y a régulièrement le mot dépression qui est revenu dans les ateliers, des enfants qui finalement, complètement démunis, sans l'absence de perspective, se rendent compte que bon, les premiers jours, c'est sympa, ça ressemble à des vacances, mais comme on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se terminer et qu'on tourne un petit peu en rond, qu'on en a fini de jouer avec son jeu vidéo préféré, que finalement, avec la petite sœur ou le grand frère, on se dispute parce qu'on est dans un espace clos. Voilà, il y a vraiment le sentiment d'être face à quelque chose qu'on n'a pas prévu, qui est difficilement tenable et pour lequel donc il faut aller chercher des ressources qui sont là au fond de nous, qu'on ne soupçonne pas forcément au début, mais qu'il faut aller chercher.
Alors, les prochains rendez-vous pour présenter l'exposition et le recueil? Alors, ce vendredi soir à 18h30 à la Librairie Générale de Jarry, donc Didier Manette notamment, l'éditeur des éditions Negmaron, qui a publié cet ouvrage, Coco Mon Désir, l'auteur qui a accompagné l'écriture de certains textes, seront entre autres les invités d'un atelier conférence où on reviendra sur qu'est-ce que ça veut dire que conserver la mémoire, pourquoi c'est important de garder des traces de production du présent. Et puis, Coco animera un atelier d'écriture pour les personnes présentes avec pour thématique finalement confinement un an après, qu'est-ce qu'il reste en vous. Donc on vous invite à venir nombreux dans la limite des places disponibles, c'est-à-dire 30. Et puis à partir de demain, donc dans ce lieu où nous sommes aujourd'hui, à la médiathèque du Lamentin, médiathèque Ernest Pépin, nous accueillerons l'exposition Mémoire Kazéné pour nous toujours songer, constituée entre autres de photographies, d'articles de presse, de différents éléments iconographiques et textuels qui rappellent le confinement. Parfait. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, donc pour la suite, on vous propose donc de regarder quelques témoignages d'élèves qui ont participé aux ateliers d'écriture du recueil. Pour moi, je savais que vu qu'on nous a en parlé à l'école virtuelle, donc du coup on nous a en parlé de cette activité qu'on allait devoir écrire, dessiner ou même faire des vidéos ou même faire des musiques. Et puis moi, en pensant à ça, vu qu'on avait un site Padlet, donc du coup moi je me suis dit pourquoi pas m'aventurer dans ça. Donc j'ai pu écrire des mots, mettre des images et puis voilà. Et c'est quoi ton souvenir le plus marquant du confinement? Le confinement, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais bon, on va me dire que ça a plu. Ce confinement m'a permis de voir en fait que je suis quelqu'un de travailleur, ça m'a permis de voir en fait qui je suis réellement au fond de moi, et puis ça m'a permis de sortir du monde virtuel, faire des petites activités avec ma mère, et voilà. Je dirais qu'en fait, que même si on a été enfermé pendant quelques jours, c'est, comment dire, sur moi-même personnellement, ça m'a permis de voir qu'en fait je suis quelqu'un de travailleuse à l'école, que oui, je réfléchis plus tel que quand je suis à la maison que quand je suis à l'école normalement. Bon, et ce recueil, tu crois qu'il pourra servir demain à des gens? Oui, pourra servir parce que ça pourra leur montrer qu'est-ce qu'on a vécu avant eux, et puis ça pourra les montrer que le confinement nous a aidés malgré ça. Et si par exemple, justement, dans 50 ans, 100 ans, des gens devaient revivre le confinement, quel serait le message que tu leur passerais pour qu'ils puissent le passer en toute tranquillité? C'est toujours de rester positif, chercher des activités, toujours avoir des choses, être organisé, et puis voilà, c'est pas tout le temps se soucier, se stresser, se dire oui, c'est quand je vais sortir de chez moi, c'est toujours rester là et puis de profiter de la vie. C'était un projet qui consistait à écrire des textes ou des poèmes, enfin quel que soit le format, pour laisser des traces de ce confinement justement. Car c'est important déjà pour nos futurs petits-enfants par exemple, qu'ils aient un peu le ressenti de ce qui s'est passé durant ce confinement. Toi-même, tu as écrit plusieurs textes. De quoi ils parlaient ces textes? Principalement, ça parlait de mes ressentis durant ce confinement, mes aspirations futures aussi quelquefois, et mes rêves aussi. Parfois, je m'évadais à travers ces textes. C'est par de l'angoisse. Après vient en deuxième position l'ennui, et après la colère aussi parfois. Déjà, l'enseignement que je retire de tout ça, c'est le fait qu'il faut profiter de la vie, le jour, et la liberté de mouvement qu'on nous a pris durant ce confinement. C'est après son confinement qu'on se rend compte que c'est important, ça nous tient à cœur. Être privé de cette liberté, c'est vraiment frustrant. Aujourd'hui, on vous a remis un recueil, le recueil donc composé de vos textes et illustrations, édité aux éditions Negmaron. C'était la première fois que vous l'aviez entre les mains. Qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, tout d'abord, une énorme fierté, car voir le recueil déjà dans nos mains, un projet qui j'imaginais même pas durant le confinement qui allait aboutir, moi ça me fait chaud au cœur. Déjà, plus l'ouvrage, il est magnifique, il est superbement bien fait. Franchement, on pourrait même se prendre pour une écrivaine, tellement elle est bien faite.
c'est cool. Mais c'est parce que vous êtes des graines d'écrivains et d'écrivaines. Oui. Franchement, tu crois que ça vous a, chez toi, ça a déclenché l'envie de poursuivre l'écriture? Moi, oui. J'ai écrit des textes après la fin de ce projet, en parallèle, et oui, ça donne envie. C'est un nouveau domaine qu'on découvre, l'écriture. Il y a beaucoup de possibilités. Ce recueil « Mémoire Kazené Poumoun toujours songé », donc en référence à cette période de confinement que nous avons donc tous connue ici en Guadeloupe l'an dernier, qui a marqué durablement, qui marque encore durablement certains d'entre nous et certains secteurs d'activité au rang desquels le monde de la culture et de l'événementiel. Silvio Grava du Syndipro est avec nous sur le plateau de Midi Pile. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci de nous donner la parole un an après. Oui, le secteur de l'événementiel ne s'en remet pas. C'est une véritable catastrophe. On vit une situation qu'on n'a jamais connue auparavant. Le secteur de l'événementiel est un secteur qui était très méconnu auparavant et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on est en difficulté que les autorités s'intéressent un petit peu à ce qu'on mène comme activité. Mais voilà, un an que la crise Covid a commencé, un an que certains corps de métier sont à l'arrêt à 100%, ont zéro entrée d'argent. Donc voilà, c'est vraiment une hécatombe pour le secteur de l'événementiel en ce moment. Et vous n'en voyez pas la fin. C'est surtout cela. C'est ça la difficulté. C'est surtout cela. Voilà, moi je suis au Syndipro, secrétaire adjoint du Syndipro, mais je représente également les discothèques de Guadeloupe. Voilà, les discothèques sont fermées depuis... Encore une catastrophe. Ça c'est l'hécatombe. C'est vraiment l'hécatombe, fermée depuis un an, 0 € de chiffre d'affaires. Donc voilà. Certains établissements vont fermer, sans le souhaiter, mais on ne le souhaite pas. Vous pouvez tenir comme ça? Alors, faut dire que l'État a mis en place certaines aides pour compenser justement cette perte de chiffre d'affaires que nous avons pour pouvoir assurer les loyers, les différentes charges que nous avons. Nous avons le chômage partiel pour nos employés. Mais voilà, il faut savoir que les discothèques, ce sont des établissements où il y a eu des investissements qui sont très très lourds. Certains revenaient d'une rénovation complète. Donc voilà, c'est très très compliqué. Et on essaie de faire en sorte, on interpelle l'État pour que tout le monde puisse revoir le jour après la crise, mais ça va être très dur. Oui, l'ennui, c'est que cette crise, elle est sans fin. Complètement, elle est sans fin. On n'a aucune perspective de réouverture, même partielle. Donc voilà, c'est très très compliqué en ce moment. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que même si les établissements sont aidés par l'État au niveau des charges, mais par exemple, je vais prendre le cas des gérants de discothèques qui n'ont aucune indemnisation parce qu'ils sont gérants de leur entreprise. Donc ça fait un an qui ne perçoivent même pas 1 € de salaire, rien du tout, aucune aide. Oui. Et là, qu'espérez-vous ? Mis à part la sortie de crise, qu'espérez-vous là? Qu'est-ce qui est urgent pour vous là? Ce qui est urgent, c'est que l'État prenne enfin conscience de la détresse du secteur de l'événementiel. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. L'événementiel, certes, les professionnels, on est à l'arrêt, mais malgré ça, on est tous conscients qu'il y a des soirées dans tous les sens. Ah oui, j'allais venir. Tous les week-ends, il y a des soirées qui sont organisées, même dans les familles guadeloupéennes, il y a toujours un anniversaire qui réunit une petite cinquantaine de personnes. Donc voilà, on nous a mis à l'arrêt, mais ce qui est important de rappeler, c'est que rien n'arrêtera la fête et la fête continuera toujours. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est être présent pour l'organisation de ces fêtes-là, parce que nous sommes des professionnels avant tout. Nous avons également la capacité et la possibilité de mettre en place des protocoles sanitaires avec des suivis de la clientèle, avec la tenue de registre. On a des établissements qui peuvent accueillir du public en toute sécurité. On nous interdit de travailler, mais malgré ça, voilà, il y a certains qui ne se gênent pas pour faire des fêtes un peu à droite et à gauche. Et malheureusement, ça nous porte préjudice parce qu'après on se retrouve avec des explosions de cas, ce qui retarde encore notre échéance de potentielle réouverture, on va dire. On parlait des aides tout à l'heure. Bon, oui, l'État a aidé, les collectivités également. Et ça ne suffit pas à faire la jointure? Non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même si les établissements sont fermés, même si les entreprises sont fermées, vous avez des charges qui sont complètement incompressibles. C'est-à-dire les loyers continuent à courir, les charges d'électricité, d'eau continuent à courir. L'électricité, pourquoi? Parce qu'on a du matériel électronique qui, même si on est
fermé, nous devons le faire tourner assez régulièrement. Toutes les semaines, il faut le faire tourner au moins une fois. Donc voilà, toutes les charges ont continué à courir. Les administrations ne se gênent pas pour passer sur les comptes, faire des saisies. Voilà, on dirait que c'est un secteur qui fonctionne normalement et que toutes les charges continuent à courir normalement. Donc c'est très compliqué d'assumer tout cela. Très bien, merci à vous Silvio Grava, secrétaire général adjoint du Syndipro, d'être venu sur le plateau de Midi Pile. Bon courage pour la suite. Merci à vous. En tout cas, merci pour l'invitation et ça nous fait plaisir qu'on nous donne la parole parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être les grands oubliés de cette crise. Et nous, ce qu'on demande également, c'est qu'on est prêt effectivement à se réinventer, mais il faut également que l'État joue le jeu avec nous, prenne également le risque parce qu'aujourd'hui, on n'a presque plus rien à perdre au niveau de l'événementiel. Très bien, merci à vous. Merci. C'est l'heure des indices de la toile avec notre ami Alix Bicep de Smart Digit que nous recevons comme chaque vendredi sur ce plateau quand il n'est pas obligé d'être avec nous par Skype. Non, on peut tout faire maintenant, hein. On s'adapte. Bonjour Alix. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Les indices de la toile, donc, qu'avez-vous pour nous cette semaine? Dominante sociale. Dominante sociale, depuis plusieurs semaines, la dominante sur les réseaux avant tout se situe sur deux sujets. Le social, le Covid. La semaine prochaine, on prendra un peu plus le temps d'analyser tout ce qui s'est fait cette semaine de l'anniversaire des 1 an. Là, on a principalement suivi la thématique sociale et on constate à l'analyse des thématiques, comme on le voit sur l'écran là actuellement, l'expression de 3 grands conflits et de 2 grands temps. Dans un premier, toute la partie hyper positive qu'on abordera avec les tonalités sur la sortie de conflit à la sablière de DE, qui a été communiquée depuis vendredi dernier et qui a eu le temps de faire un gros buzz, on dira, en tout cas positif, une prise de conscience positive, une réaction positive de la plupart des médias. Et derrière, 2 autres thématiques un peu plus négatives, celle des parents avec le parent qui lutte contre le masque et surtout la grève des collectivités qui, elle, vient phagocyter vraiment toute l'actualité. On l'a vu. Et qui n'est pas terminée. Et qui n'est pas terminée. Là, il y a encore 2 semaines, on ne savait pas qui bloquait, est-ce que c'était les parents, est-ce que c'était les collectivités. Beaucoup d'interrogations sur ce sujet, personnel UGTG, maire, beaucoup de commentaires, on reviendra un peu plus tard dessus, qui touchent sur ce sujet et on le verra, on abordera ces sujets au niveau de la thématique. Bon, en tout cas, ce 3e point était un des points qui revient le plus en plus souvent. En poussant l'analyse, on constate que tous ces faits d'actualité sociale ont littéralement phagocyté la toile. Clairement. On a parlé beaucoup de ça, après on a pu le remarquer hier. On a eu pas mal de publications qui sont sorties hier avec les blocages des routes. La population ne le vit pas forcément de manière hyper positive. Donc oui, c'est fait phagocyte la toile et surtout la partie des collectivités qui représente une grosse partie la semaine dernière des publications qui sont faites à la fois par les médias que par le grand public. Une fois n'est pas coutume, cette semaine, on va s'attarder sur l'analyse de certains acteurs de la communication. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais on voit pointer le nez des politiciens. Depuis la semaine dernière, on ne les voyait pas prendre la parole sur les réseaux. Là, clairement, on peut constater... Ce sont les élections. On ne le voit pas bien là, mais juste après, on a notre slide qui montre un peu des gros clusters. Et on voit 2 forces qui s'opposent. Une, le conseil régional, et l'autre, le conseil départemental. Il y a une bataille de com, là. Juste visuellement, on voit bien les 2 gros blocs qui s'opposent, les 2 gros clusters d'influenceurs qui s'opposent. La bataille commence, on l'a vu un peu avec la course à la communication vendredi dernier. Le premier à communiquer, on a vu à peu près la même chose hier soir, qu'on analysera la semaine prochaine. Mais oui, on voit que les régionales pointent le bout de leur nez. Et les départementales. Les élections, globalement, cette année, si elles ne sont pas repoussées, en tout cas, comme certains ont pu le dire ce matin, certains analystes, les grandes familles se mettent en marche de bataille. Exactement. L'audience, là, après... certes, les politiciens prennent la parole, mais comment réagit le grand public? Et on le constate que 2 périodes, 2 ambiances. Le vert représente la fin de semaine dernière, avec l'annonce de la fin du conflit aux sablières de DE. On le voit bien, beaucoup de publications positives ont été faites qui félicitent la fin de sortie. Peu importe le parti pris, mais en tout cas,
communiquer, féliciter la sortie de crise. Et après, tout le reste représente principalement les parents qui se plaignent et des personnes qui se plaignent de l'accumulation des grèves. Parce que là, on en a parlé de 3 depuis le début de cette chronique. Il y en a 2 qui sont réglés. Il y en a 2 qui sont réglés, mais il y a encore un certain nombre de choses. Une grève à la poste. On subit en fait une accumulation des grèves et beaucoup de commentaires sont exprimés. On le voit là, par exemple. Le droit de grève, ok, mais au bout d'un moment, on a besoin, nous, de fonctionner en cette période déjà compliquée. Ces 2 commentaires illustrent parfaitement le parti pris de la majorité du grand public qui sent subir aujourd'hui une situation qu'il ne maîtrise pas et qui ralentit d'autant plus l'économie en cette période de Covid. On a tout dit sur la tonalité? On a tout dit sur la tonalité, sur les exemples de publication. Très bien. Le tour est bouclé. Parfait. Rendez-vous donc vendredi prochain. On analysera la semaine des 1 an du Covid. Parfait. Merci Alix Bicep pour ces indices de la toile. Éclair FM TV, Smart Digit. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Nous sommes le 19 mars et pour les chrétiens catholiques, c'est la fête de la solennité de Saint-Joseph. En cette année dédiée à ce saint, comme l'a souhaité le pape François, cette fête a encore plus de sens sur ce que représente Saint-Joseph et la solennité qui lui est due aujourd'hui. Écoutez les précisions du père Édouard Silène, c'est le curé de la paroisse de Saint-Pierre et Saint-Paul, par ailleurs vicaire général du diocèse. Le 19 mars, c'est une date très importante pour l'Église universelle. Et surtout, depuis que le pape François est arrivé il y a quelques années, il a demandé à ce qu'à chaque Eucharistie, on ajoute, après la mention de la Vierge Marie, Saint-Joseph. Donc, ce qui veut dire que déjà, pour le pape, Saint-Joseph est un personnage très important et il nous laisse pendant cette année dédiée à Saint-Joseph, des prières qu'il dit lui-même tous les matins. Donc, les chrétiens du monde entier, pour ne pas dire tous les Guadeloupéens, ont une dévotion très, très poussée à Saint-Joseph. Saint-Joseph qui, l'homme, comme on dit, l'homme silencieux, l'homme juste, et le patron des familles, patron des travailleurs. Donc alors, Saint-Joseph est très demandé et puis beaucoup de chrétiens demandent à ce qu'il intercède pour nous, pour tous les chrétiens, pour tous les jeunes, pour toutes les femmes et pour tous les hommes. C'est le patron des travailleurs. Alors pour marquer le jour, aujourd'hui 19 mars, on pense plutôt Saint-Joseph époux de la Vierge Marie. Et le 1er mai, qui est aussi la fête de Saint-Joseph, on pense plutôt à Saint-Joseph travailleur. Donc il y a une paroisse ici en Guadeloupe, la paroisse de Vieux Habitants, qui a comme patron Saint-Joseph, mais qui est fêté le 1er mai. Saint-Joseph travailleur. C'est une solennité dans l'Église. La liturgie nous invite, même si c'est le carême, à chanter le gloire à Dieu, à proclamer notre credo. Et ça n'arrive pas pour tous les saints. Donc, dans la liturgie, dans l'Église, c'est une solennité. C'est une fête très importante, et les gens le savent. Vous avez vu que les gens qui sont venus ce matin pour célébrer Saint-Joseph, donc alors, cela prouve que Saint-Joseph est très important, a une place importante dans le cœur des fidèles. C'était donc le père Édouard Silène, vicaire général du diocèse de Guadeloupe, qui nous parlait donc de cette solennité de Saint-Joseph en ce 19 mars. Voilà qui met un terme à votre édition Midi Pile. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui était aux manettes pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Midi Pile.